provocation, c'était le fait qui m'était reproché. Alors je n'ai plus le texte que j'ai oublié, mais c'était pour démolition ou tentative de démolition d'un monument classé en monument historique. Je ne sais pas quoi classé en monument historique, quelque chose comme ça. Donc, on m'a posé un certain nombre de questions, si j'avais l'intention de détruire un monument historique, etc. J'ai répondu que jusqu'à ce matin, personne ne m'avait notifié officiellement qu'il y avait des monuments historiques dans la région. Surtout que moi j'habite dans ce quartier, j'y passe tout le temps. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un monument historique dans ce quartier. D'ailleurs, maintenant que je le sais, j'ai dit que j'amènerais parce que mes enfants sont déjà grands, j'amènerais mes petits-neveux, mes petites nièces pour aller visiter ces monuments historiques ce week-end. Affirmé ce matin qu'il y avait déjà une procédure qui était en cours pour classer cette maison, 4 cases qui sont concernées dans ce quartier-là. Et vous, propriétaire de ces maisons, vous n'étiez pas au courant? Non. Il faut savoir une chose, c'est que là-bas, il y a 4 logements. Il y a 3 logements qui ont des baux, donc des locataires normaux. Et puis il y a un logement dans notre base de données. Ce logement est occupé par personne. Il n'y a pas de bail, il n'y a pas de loyer. C'est uniquement par des notifications des tribunaux qu'on apprend que peut-être quelqu'un occupe ce logement. Mais physiquement, on ne le sait pas, puisqu'il n'y a pas de bail chez nous. Et n'ayant pas de bail, naturellement, on ne peut pas prendre de loyer. Sinon, ce sont des loyers qu'on met dans les poches, parce qu'on ne peut pas les saisir. Ok. Donc, quand nous avons pris la décision de faire une opération à cet endroit, comme on en a fait à plein d'autres endroits que vous pouvez voir, parce que quand même, ce pays a besoin qu'on refasse les quartiers. Demandez au commissaire de police ici, Philippe Misignac, qui disait qu'il faudrait franchement réaménager les quartiers de Mayotte, notamment des zones urbaines, avec plus d'éclairage, moins de forêts, etc., pour essayer de diminuer le cambriolage. C'est exactement ce qu'on fait. On essaie de démolir des quartiers déjà anciens, avec des logements anciens, des logements qui ne sont plus de notre temps. On densifie parce que le foncier est de plus en plus rare. Et en densifiant, nous essayons de soigner les façades, de faire de nouvelles plantations, de nouvelles voiries, de l'éclairage, etc. Donc nous faisons un vrai travail d'urbanisme en faisant cette opération-là. Et c'est ce qui était prévu sur cet endroit-là où nous venons d'apprendre d'un coup, mais vraiment d'un coup, qu'il y a des monuments historiques. Mais vous, en tant que propriétaire de... Mais je n'ai jamais, on m'a jamais dit, j'ai jamais eu l'ombre d'un soupçon qu'il y avait un travail qui était réalisé dans ces bâtiments pour les classer en monuments historiques. J'ai entendu hier des gens, Monsieur Lietard, je pense que le truc est dans les réseaux sociaux ou je ne sais pas où, mais je l'ai entendu dire que c'est un travail de longue haleine. De longue haleine, une demande qui a été faite, qui a été travaillée pour aller faire classer ces choses-là. Alors je ne sais pas si cette demande-là est parallèle, mais il y a des procédures qu'on demande. Il faut être propriétaire, il faut être affectataire, il faut être une association agrémentée, il faut être préfet de région, etc. Je ne connais pas quelle est la procédure qu'eux ils ont dû suivre. Mais ce matin, j'ai demandé à la Direction générale des patrimoines qui a demandé le classement de ces bâtiments monuments historiques, et la réponse que j'ai eue n'est pas du tout conforme à celle que M. Lietard a donnée hier à la presse. Et cette réponse est juste que c'est quelque chose qui a été fait d'urgence par le préfet et a appris que des bâtiments allaient être rasés. Naturellement, c'est son devoir de protéger des monuments quand ils vont être démolis, mais il faut que lui-même ait des indices qui lui disent que ces bâtiments
ont un caractère historique, ont une valeur historique. La moindre des choses, depuis que je le vois, il vient au conseil d'administration de la CIM. Il est venu m'informer qu'il avait remarqué que ces bâtiments avaient une valeur historique et qu'ils pouvaient être classés au monument historique, même peut-être demain inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Jamais je n'ai eu vent que des gens, que le préfet avait l'idée que ces bâtiments pouvaient constituer des monuments historiques. Je l'ai appris qu'hier avec un papier qui m'a complètement intrigué parce que on m'a dit, j'ai entendu à la radio avant d'aller là-bas qu'un document existait. Je demande un document dont on affirme qu'il existe. On me dit que ce document n'existe pas encore. Le 16, vers 8h30, 9h, même 10h, on me dit que ce document, on ne l'a pas encore. Et au moment où je le vois, où j'envoie une photocopie, je vois un document daté du 15, donc daté de la veille. Vous comprendrez qu'à l'époque d'Internet, où on scanne un document et on l'envoie par email, un document daté du 15, avec même le décalage horaire entre Mayotte et Paris, on aurait pu avoir ce document daté du 15, au moins tôt le 16 au matin. Or, ce n'était pas le cas. Donc moi, j'ai douté de ce document, raison pour laquelle je l'ai déchiré, parce que je doutais de son authenticité, je ne connaissais pas la procédure, personne ne m'en a informé, et c'est seulement ce matin que j'ai reçu un email de la Direction générale des patrimoines à Paris, m'envoyant par email cette notification, aujourd'hui le 17 à 11h29. Est-ce que, juste là, vous avez été entendu, est-ce qu'il y aura une suite à cette affaire ou ça s'arrête là? Non, mais cette audition, le PV va être transmis au procureur qui est en charge de cette procédure. Et ma foi, je ne sais pas, c'est à eux de savoir. Moi, la seule chose que j'affirme et que j'affirmerai encore, c'est que moi, j'ai un permis de construire dans un périmètre donné, comme j'en ai eu sur des tas d'autres périmètres où nous faisons des opérations. Il y a 3 locataires que j'ai informés qu'à l'expiration de leur baux, ils devront quitter leur logement parce que nous voulons faire une opération. Ce sont les textes qui le prévoient comme ça. Et puisqu'il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas de bail jusqu'à présent, mais je suis désolé, je ne suis pas très bon. Quelqu'un qui n'a pas de bail chez nous, qui n'existe pas chez nous, je ne connais pas les règles qui régissent les délais pour lui dire de partir. Donc c'est un squatteur. Donc pour moi c'est un squatteur, bien entendu. Mais par précaution, nous l'avons quand même écrit. Nous avons demandé à des huissiers, 3 huissiers, de le chercher jusqu'à son lieu de travail au cas où il ne résiderait pas là-bas, parce qu'on n'a aucune preuve qu'il y était vraiment, que de le trouver jusqu'à son lieu de travail et de lui dire qu'il a un délai, c'était mardi, pour quitter les lieux. Et quand le délai est arrivé, nous avons demandé à la SMAE, ancien SOGEA, et à EDM de couper l'eau et l'électricité, ce qu'ils ont fait pour bien signifier à l'occupant éventuel que nous allions réellement démolir ce logement pour commencer à aménager le terrain et reconstruire les 20 logements qui devaient prendre la place de ces 4 logements dans un espace beaucoup mieux aménagé et beaucoup plus dense que ce qui était prévu. Voilà. Donc quand j'ai envoyé des gens pour aller démolir, naturellement, on n'allait pas démolir avec quelqu'un dedans. Même l'entreprise elle-même ne l'aurait pas fait. On n'allait pas commettre un crime juste pour le plaisir de vouloir démolir. Nous voulons démolir pour reconstruire. Donc naturellement, il fallait d'abord vérifier qu'il n'y avait personne dans le logement avant que le tractopelle fasse le job, puisque nous avons invité quelqu'un à partir et que le connaissant, même s'il était parti, il ne nous aurait jamais dit c'est bon, je suis parti, mais on a dit on ira vérifier. Okay. Le problème, c'est que chaque fois qu'on est là-bas, il y avait des vigiles, une sorte de milice privée qui était à la porte. Et même quand on a demandé sur requête une ordonnance au juge pour nous permettre d'entrer dans ces logements,
par 2 fois, ces ordonnances qui nous permettaient d'entrer dans ces logements, par 2 fois, ces ordonnances ont été rétractées par le même juge qui les avait données à l'intervention de l'avocat de Vincent Liétard, Mansour Kamardine. Et le plus fou, c'est que la dernière ordonnance qui a été rétractée, elle a été rétractée sans que nous ayons été assignés au tribunal. Pas d'assignation, l'audience se tient quand même et on nous envoie la décision du tribunal et nous voyons sur le document SIM non comparante. Donc non comparante ne s'est pas défendue alors que nous n'avons même pas été assignés. Le juge n'a même pas pris la peine de vérifier si on nous avait dit qu'on était assignés ou pas. Voilà ce jeu bizarre. Maintenant, moi ce que je vous dis, c'est que si l'État réellement envisage de placer ces monuments comme des monuments, enfin ces bâtiments, ces petits logements, dont j'espère qu'ils résisteront au prochain coup de vent. Si ces bâtiments sont vraiment classés monuments historiques, moi j'aime Mayotte, je verrai si je reste à la cime en plus, ce qui n'est pas dit. Mais si vraiment par extraordinaire je reste à la cime, alors on verra comment nous adapter pour faire quand même une opération à cet endroit qui est magnifique, tout en préservant ces monuments historiques. Et ce sont des monuments historiques. Moi personnellement, je soutiens beaucoup le comité de tourisme et j'aiderai le comité de tourisme à faire en sorte que les touristes viennent en masse à Mayotte pour visiter ces monuments historiques et éventuellement voir si on peut les placer au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui sera quand même quelque chose de bien. Voilà. Juste un petit